marins qui jadis m'ont emmené affronter les courants sont-ils partis au paradis de la mer et des océans. Encore maintenant, je les attends. Je reste planté ici, sur la berge, bien trop loin de l'estran. Je n'ai même plus d'envie, et je penche couché sur le flanc. Je reste à la merci de tous les vents. Moi le bateau, la carcasse, la silhouette immobile, plus aucun capitaine ne passe pour m'emmener voir les îles. Les belles couleurs s'effacent, je deviens si fragile. Donnez-moi de l'espoir, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. C'était marée haute, et il faisait déjà nuit quand les marins embarquèrent à bord de la Vellemort, afin de rejoindre les bancs de pêche. C'était clair de lune, et le bateau naviguait bon train sur la mer apaisée. Oh, Mathurin, seul maître à bord, avait toute la confiance de son équipage pour sa navigation et son habileté à trouver le poisson. Oh, c'était un vieux marin qui n'avait aucun penchant pour la piquette ou le rhum, contrairement à beaucoup d'autres, n'est-ce pas? En mer, c'est lui qui conservait la seule bouteille de gnôle qu'il versait dans les quarts en fer blanc après un sérieux coup de mer ou une pêche abondante. On pouvait cependant lui faire un léger reproche dans ce coin du sud de la Bretagne. Oui, celui de n'être point assidu à la messe, et pour faire plaisir aux femmes, eh bien, d'assister une fois par an au grand pardon breton. Depuis tout le temps, ces hommes ne s'étonnaient plus de ces moments de solitude, où, plongé dans ses pensées, il se tenait là, à la proue de son bateau. On l'entendait marmonner des phrases incompréhensibles, un peu comme s'il s'adressait directement aux éléments. Ce soir-là, une fois de plus, il se plaça à l'avant du navire pour communier avec la mer, solliciter sa clémence et sa générosité. Cependant, l'équipage s'étonna que son capitaine, plongé curieusement, nimbé dans un rayon de lune, s'adresse au flot avec encore plus de véhémence que d'habitude. Mais bon, de toute façon, ils n'avaient pas de temps à perdre. Il leur fallait tout de suite préparer les palangres avec les appâts de crevettes, de petits crabes ou de sardines. Oui. Mais malgré tout ça, la pêche ne fut pas très fructueuse. Sur la route du retour, l'inquiétude de Mathurin ne quittait plus son visage, déjà creusé par la fatigue. Arrivé à quai, et contrairement à son habitude, il n'assista pas au déchargement de la pêche. Il quitta rapidement le bord, la tête basse, et se dirigea d'un pas vif vers le bistrot. Il avait encore l'âme chavirée par sa rencontre dans les reflets de lune avec la fée Morgane et la promesse qu'il lui avait faite. Elle lui avait raconté cette légende qu'il avait si souvent entendue conter par les vieux marins, celle des épaves alanguies sur les grèves, submergées en partie par le jusant et qui sont petit à petit récupérées par les flots. Au fond des mers,
tous leurs éléments sont patiemment recueillis par le peuple des Morgans, créatures mystérieuses des profondeurs, chargées de reconstruire dans leur intégralité les embarcations, avant que d'être confiées à un équipage fantomatique composé des naufragés de l'année. Ce dernier voyage permettait de rassembler les âmes de ces pauvres bougres perdus en mer et à jamais arrachés à leur famille, afin qu'ils puissent enfin trouver un repos éternel. Mais pour cela, il était indispensable de réunir sans exception tous les composants de ces vieux bateaux. Seulement, un clou de marine manquait à l'appel. Oh, c'est sûr, la rencontre avec ces petits êtres beaux comme des anges n'était pas sans danger, mais le vieux marin en avait été si bouleversé que, sans contrepartie, il avait promis d'honorer la demande. Avant d'arriver au port, Mathurin s'était souvenu que le patron du bistrot avait une marotte. Lui qui, après un accident et une patte folle, ne pouvait plus embarquer, s'était pris de passion pour toutes les choses marines. Il arpentait les grèves et ramassait et collectionnait tout ce que la mer rejetait. Vous savez, les flotteurs, les œillets d'amarrage usés, les perches de marquage de casier, les pièces d'accastillage usées, et surtout il se vantait de la pièce qui le rendait particulièrement fier, celle d'un vieux clou de charpente rouillée. Mathurin, d'une main ferme, poussa la porte du bistrot. Il salua un par un tous les hommes présents. Autour d'une table, les joueurs de belote complètement excités, sur une autre les vieux qui poussaient calmement leurs dominos, et les bavards qui racontaient toujours leurs mêmes souvenirs de mer. On avait l'habitude de dire d'eux qu'ils avaient du vent dans le sac. Mathurin s'assit au bout du zinc et commanda un petit blanc. Quand le patron vint pour le servir, Mathurin le retint, et une conversation vive, mais à voix basse, s'engagea. Au bout de plusieurs minutes, les hommes dressés face à face, les yeux dans les yeux, se quittèrent en se tapant la main. Le lendemain soir, Mathurin entra dans le bistrot. Le patron, debout derrière le bar, tenait entre ses mains un paquet entouré de papier journal, ficelé comme un cadeau précieux. Et il le tendit au marin, et avec un regard chargé de solennité et d'émotion, d'avoir, malgré lui, offensé le monde marin en ramassant ce vieux clou. Lors de la marée suivante, la lune se reflétait sur la surface luisante de l'océan. À son habitude, le capitaine se tenait à l'avant du bateau, et ses hommes, surpris, le virent marmonner quelque chose, tendre le bras et lâcher dans l'eau, sans faire de bruit, un petit paquet. Retournant à la barre, un grand sourire éclairait le visage de Mathurin. Il était satisfait d'avoir rempli sa promesse et d'avoir accompli son devoir envers ses compagnons perdus en mer, qui trouveraient maintenant un repos bien mérité. La marée ce jour-là fut abondante, et les quarts de fer-blanc se remplirent plus que de raison. On crut même entendre le capitaine fredonner une chanson de marin. Ah, c'est incroyable! Marin de France ou d'Irlande, du monde entier, je vous fais ma révérence. On vient de
calcul.